La neige tombait lourdement sur Thann, un village oublié de la région d'Alsace, en cette aube du 14 janvier 1943. Le silence n'était brisé que par le crissement des bottes allemandes sur la glace et par les pleurs étouffés de femmes traînées hors de leur maison. Il n'y avait pas de cris, pas de résistance. Là, seulement la terreur muette de celle qui savait que cette nuit changerait tout à jamais. Parmi les capturés se trouvait Marguerite Roussel, 23 ans, enceinte de 6 mois. Elle n'appartenait pas à la résistance. Elle ne cachait pas d'armes. Elle ne transmettait pas d'informations. Elle n'était qu'une couturière vivant seule depuis que son mari, Henri, avait disparu au front en 1940. Mais quelqu'un l'avait dénoncée, et sous l'occupation allemande, une dénonciation suffisait. Un simple mot, un nom murmuré, et votre vie ne vous appartenait plus. Lorsque les soldats de la Wehrmacht enfoncèrent sa porte, Marguerite était assise à la table de la cuisine, cousant une couverture pour le bébé qu'elle attendait. La faible lumière d'une bougie éclairait son visage pâle, creusé par les privations de l'hiver. Un officier grand, aux yeux clairs et à la voix ferme, ordonna qu'elle se lève. Elle obéit, tremblante, sentant ses jambes se dérober sous elle. Il regarda son ventre proéminent, puis les papiers qu'il tenait dans ses mains, une liste avec 17 noms. Le sien était marqué en rouge comme une condamnation déjà prononcée. Vous êtes placé en détention sous suspicion de collaboration avec des éléments subversifs, dit l'officier sans la moindre émotion dans la voix. Marguerite tenta d'expliquer qu'elle ne savait rien, qu'elle était seule, qu'elle voulait seulement mettre son enfant au monde en paix. Il ne répondit pas. Il fit simplement un geste de la main et 2 soldats la saisirent par les bras, la traînant vers la rue glacée. Ses pieds glissèrent sur le sol gelé et elle sentit le froid mordant pénétrer à travers ses vêtements légers. Dehors, d'autres femmes attendaient déjà, alignées sous la menace des fusils. Certaines pleuraient en silence, les épaules secouées par des sanglots qu'elles tentaient de réprimer. D'autres gardaient les yeux fixés au sol, comme si elles essayaient de disparaître, de se fondre dans l'obscurité. Marguerite en reconnut quelques-unes. Simone, l'infirmière du village, enceinte de 7 mois, le visage marqué par l'épuisement. Hélène, épouse d'un professeur disparu, avec un ventre petit mais visible sous son manteau usé. Louise, seulement 19 ans, qui cachait sa grossesse sous un manteau large, les yeux rougis par les larmes. Il y avait aussi Juliette, Élise, Camille, toutes jeunes, toutes portant des enfants à naître, toutes coupables de rien d'autre que d'exister, d'avoir aimé, d'avoir espéré un avenir. La scène avait quelque chose de surréaliste. Les maisons du village, éteintes et silencieuses, semblaient assister impuissantes à cette rafle nocturne. Quelques rideaux bougèrent furtivement. Des visages apparurent brièvement aux fenêtres avant de disparaître aussitôt. Personne n'osait intervenir. Personne n'osait même regarder trop longtemps. La peur s'était installée dans chaque foyer, comme un locataire invisible qui dictait le silence. Si vous écoutez cette histoire maintenant, sachez que ce que vous êtes sur le point de découvrir a été caché pendant des décennies. Des noms, des dates et des documents ont été supprimés, effacés volontairement pour que personne ne puisse jamais prouver ce qui s'était réellement passé. Mais il existe des témoignages, il existe des archives, et il existe une vérité qui ne peut plus être tue. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire en disant d'où vous l'écoutez. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, abonnez-vous à la chaîne. Parce que le silence est complice de l'oubli. Les femmes furent poussées à l'intérieur d'un camion militaire couvert d'une bâche grise, taché et déchiré par endroits. Le moteur rugit dans la nuit, et le véhicule s'engagea sur la route menant hors du village, vers le nord. Personne ne savait où elles étaient emmenées. À l'intérieur du camion, l'air était dense, suffocant, chargé de la respiration haletante d'une vingtaine de femmes, entassées les unes contre les autres. L'odeur de sueur mêlée à la peur imprégnait tout. Le froid s'infiltrait par les déchirures de la bâche, mordant leur peau déjà engourdie. Marguerite serra la main de Simone qui était à ses côtés. « Elles vont nous relâcher », murmura Simone, plus pour elle-même que pour Marguerite, comme si répéter ces mots pouvait les rendre vrais. « Elles verront que nous n'avons rien fait. » Mais Marguerite ne répondit pas. Elle connaissait des histoires. Des histoires qui circulaient à voix basse dans les villages occupés. Des histoires de femmes qui disparaissaient sans laisser de traces, de camps où des civils étaient emmenés et ne revenaient jamais. Des histoires que personne ne croyait complètement, parce que les croire aurait signifié accepter que le monde était devenu fou, que l'humanité elle-même
s'était perdu quelque part dans cette guerre interminable. Le camion s'arrêta après 2 heures de voyage chaotique sur des routes défoncées. Lorsque la bâche fut soulevée, Marguerite vit un portail de fer rouillé, entouré de barbelés et de tours de guet. Ce n'était pas un camp de concentration officiel, c'était quelque chose de plus petit, d'improvisé, de caché. Un endroit qui n'apparaîtrait sur aucune carte, qui ne recevrait aucune visite de la Croix-Rouge, qui n'existait pas officiellement. Un trou noir dans l'histoire où des vies pouvaient disparaître sans que personne ne pose jamais de questions. Les soldats ordonnèrent à toutes de descendre. Certaines trébuchèrent dans la neige en sortant, trop faibles pour garder l'équilibre. Marguerite aida Simone, qui pouvait à peine bouger, son corps alourdi par la grossesse et l'épuisement. Elle fut reconduite jusqu'à un baraquement de bois froid et humide, où des lits de paille étaient disposés en rangées. Il y avait des taches sombres sur le sol, des taches que Marguerite préféra ne pas regarder trop longtemps, ne pas essayer d'identifier. Une officière allemande entra dans le baraquement peu après. C'était une femme d'âge moyen, maigre, vêtue d'un uniforme impeccable et portant une expression dure, comme sculptée dans la pierre. Elle portait une planchette à pince. « Vous avez été amenés ici parce que vous représentez une menace pour l'ordre du Reich, dit-elle en français cassé mais compréhensible. Vous portez la semence de traître. Et le Reich ne peut permettre que cette semence grandisse et contamine notre avenir. » Les mots tombèrent sur les femmes comme des coups. Marguerite sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle posa instinctivement les mains sur son ventre, comme pour protéger son enfant de ces paroles cruelles. L'officière continua, sa voix métallique résonnant dans le silence glacé du baraquement. « Vous passerez par des évaluations médicales, vous serez examinés, et ensuite, des décisions seront prises. Des décisions qu'il ne vous appartient pas de remettre en question. » Cette nuit-là, Marguerite ne put dormir. Allongée sur la paille froide et humide, elle entendait les sanglots étouffés des autres femmes, chacune enfermée dans son propre cauchemar. Elle pensait à Henri. Où était-il en ce moment? Était-il encore vivant? Savait-il qu'elle avait été capturée? Elle pensait au bébé qui grandissait en elle, aux coups de pied qu'elle sentait encore, signe de vie et d'espoir dans ce lieu de mort. Elle se demandait si elle reverrait un jour le soleil se lever sur Thann, si elle reverrait les collines verdoyantes d'Alsace au printemps, si elle tiendrait un jour son enfant dans ses bras sans que personne ne vienne le lui arracher. Elle ne savait pas, mais à ce moment précis, dans un bureau adjacent au camp, un médecin allemand nommé Dr. Klaus Hoffmann examinait des fiches médicales à la lueur d'une lampe à pétrole. Il avait été désigné pour le programme, une expérimentation qui n'avait pas de nom officiel, mais que tous les impliqués connaissaient. Un programme qui considérait les femmes enceintes comme du matériel biologique, comme une ressource, comme un problème à résoudre, une équation à équilibrer dans la grande vision raciale du Reich. Et Marguerite Roussel venait de devenir une fiche de plus dans cette pile, un numéro de plus dans un registre que l'histoire tenterait d'effacer. Le vent hurlait dehors, secouant les planches mal ajustées du baraquement. Marguerite ferma les yeux et pria, non pas pour elle-même, mais pour son enfant, pour qu'il survive, pour qu'il connaisse un monde meilleur que celui-ci, pour qu'il sache, qu'un jour, que sa mère l'avait aimé jusqu'à son dernier souffle. Mais que se passait-il réellement à l'intérieur de ce camp? Pourquoi les femmes enceintes étaient-elles considérées comme des menaces? Et que signifie purification du sang ennemi? Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochains chapitres n'est pas de la fiction. Ce sont des faits que les archives de la Gestapo ont tenté de dissimuler. Continuez à écouter et préparez-vous à connaître la vérité qu'ils ont tenté d'enterrer avec ces femmes. L'aube arriva sans couleur. Le ciel restait chargé, gris comme du plomb, et la neige accumulée sur les toits du camp donnait à l'endroit un aspect encore plus isolé du monde. Marguerite se réveilla avec le froid dans les os. Ses vêtements étaient humides, imprégnés de l'humidité glaciale qui montait du sol, et la paille qui servait de matelas n'offrait aucun confort. À ses côtés, Simone dormait encore, ou faisait semblant de dormir. Il était difficile de savoir. Dans un lieu comme celui-ci, le sommeil et l'éveil se confondaient dans une même brume de survie. À 6 heures du matin, une sirène stridente retentit dans tout le baraquement, déchirant le silence fragile. Les femmes furent sommées de se lever immédiatement. Des soldats frappaient aux portes avec leurs matraques, les pressant avec des ordres gutturaux et des menaces à peine voilées.
Marguerite aida Simone à se mettre debout. L'infirmière était faible, son visage était pâle comme la cire, ses lèvres gercées saignaient légèrement. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Marguerite serra sa main avec une force qu'elle ne pensait plus posséder. « Tu dois tenir, pour ton bébé, pour nous toutes. » Elles furent conduites en file indienne vers un autre baraquement, celui-ci éclairé par des lampes faibles qui pendèrent du plafond, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de bois brut. Il y avait une longue table au centre, couverte d'instruments médicaux, stéthoscopes, seringues de différentes tailles, pinces chirurgicales, bistouris aux lames luisantes sous la lumière jaune. Et au fond, une table d'examen en métal, tachée de rouille et d'autres vestiges que Marguerite ne voulait pas identifier. L'odeur dans la pièce était suffocante, un mélange d'antiseptiques bon marché, de sueur et de quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Une odeur de mort qui s'était incrustée dans les murs. Le docteur Klaus Hoffmann était de dos, organisant des papiers avec une précision maniaque. Lorsqu'il se retourna, Marguerite vit un homme d'environ 40 ans, mince, portant des lunettes rondes qui reflétaient la lumière des lampes, et une expression qui tentait de paraître clinique, professionnelle, mais qui portait quelque chose de plus sombre dans son regard. Il n'était pas brutal comme les soldats qui les avaient capturés. Il était pire. Il était méthodique, froid, scientifique. Il les regardait non pas comme des êtres humains, mais comme des spécimens, des sujets d'étude. « Bonjour, mesdames », dit-il en français presque parfait, avec seulement une légère trace d'accent allemand. « Je suis le docteur Hoffmann. Je serai responsable de vos évaluations médicales. Je veux clarifier une chose dès maintenant. Vous devez coopérer pleinement. Toute résistance sera traitée comme de l'insubordination et les conséquences seront sévères, très sévères. » Il fit une pause, ajustant ses lunettes, puis ajouta avec un sourire glacial « Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour comprendre, pour évaluer, pour prendre les décisions nécessaires dans l'intérêt du Reich. » Il appela la première femme. Juliette, 25 ans, enceinte de 5 mois. Une jeune femme aux cheveux châtains qui travaillait comme institutrice avant la guerre. Elle hésita, ses jambes tremblant visiblement, mais un soldat la poussa brutalement vers l'avant. Hoffmann ordonna qu'elle monte sur la table d'examen. Elle obéit, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Il enfila des gants de caoutchouc avec des gestes lents et délibérés presque rituels. Il n'y avait pas de rideau, pas de paravent, pas de dignité. Les autres femmes furent forcées d'assister, alignées contre le mur comme des témoins silencieux d'un spectacle macabre. Hoffmann commença à examiner Juliette. Il mesurait son ventre avec un ruban métrique, prenait des notes dans un carnet, palpait des points précis avec une pression qui faisait grimacer la jeune femme. Il écoutait les battements du cœur du bébé avec un stéthoscope, hochant la tête comme s'il confirmait une hypothèse. Puis, sans prévenir, il prépara une seringue avec un liquide transparent. « Ce n'est qu'une vitamine », dit-il d'un ton neutre, sans même regarder Juliette dans les yeux. « Pour renforcer votre organisme. » Mais lorsqu'il injecta le liquide dans le bras de Juliette, quelque chose d'étrange se produisit. Presque immédiatement, la jeune femme commença à ressentir des vertiges. Ses yeux se voilèrent. Elle porta une main à sa tête, essayant de se stabiliser. « Je me sens bizarre », murmura-t-elle, avant de s'effondrer à moitié sur la table. Hoffmann la rattrapa avec une précision clinique, la rallongeant complètement. « Effet secondaire normal », dit-il aux autres femmes, comme s'il donnait une conférence médicale. Rien d'inquiétant. Mais Marguerite avait vu. Elle avait vu la manière dont Juliette était devenue soudainement léthargique, la manière dont son regard s'était vidé. Ce n'était pas une vitamine, c'était autre chose. Quelque chose de dangereux. Une par une, les femmes furent soumises au même processus. Certaines pleuraient en silence pendant l'examen. D'autres gardèrent les yeux fermés, comme si ne pas voir pouvait rendre l'expérience moins réelle. Hélène fut mesurée, palpée, injectée. Louise également. Puis Simone, qui pouvait à peine tenir debout, tant elle était faible. Hoffmann nota quelque chose dans son carnet en regardant Simone, une expression presque satisfaite sur son visage. « Vous êtes presque à terme », dit-il à l'infirmière. « Très intéressant. » Lorsque vint le tour de Marguerite, elle monta sur la table avec des jambes qui tremblaient sous son propre poids. Hoffmann l'examina avec la même efficacité froide. Il mesura son ventre, écouta les battements du cœur du bébé, prit des notes. Puis il prépara une seringue.
Marguerite sentit la panique monter dans sa gorge. « Non, dit-elle, sa voix se brisant. Je ne veux pas de ça. » Hoffmann s'arrêta. Il la regarda avec une curiosité presque scientifique, comme s'il observait une réaction chimique inattendue. « Vous n'avez pas le choix, Madame Roussel, » dit-il calmement. « Cela fait partie du protocole. »« Quel protocole ?» demanda-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Qu'est-ce que vous nous faites? Pourquoi nous traitez-vous comme ça ?» Hoffmann soupira comme s'il devait expliquer quelque chose d'évident à une enfant têtue. Il posa la seringue un instant et s'approcha d'elle. « Madame Roussel, écoutez-moi attentivement. Vous êtes ici parce que vous portez l'enfant d'un ennemi du Reich. Un enfant qui, s'il venait au monde, perpétuerait la résistance, la désobéissance, l'impureté raciale. Notre travail, mon travail, est de garantir que cela n'arrive pas. Nous sommes en guerre, madame, et dans une guerre, des sacrifices doivent être faits, même les plus personnels. »« Vous allez tuer nos bébés ?» Marguerite demanda, sa voix tremblant d'horreur. Hoffmann ne répondit pas directement. Il reprit simplement la seringue. « Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez, » dit-il en injectant le liquide dans son bras. Marguerite sentit la piqûre, puis une sensation de brûlure qui se propagea dans tout son bras, des vertiges, des nausées, et puis progressivement, le monde devint flou autour d'elle. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était de retour dans le baraquement. Simone était allongée à ses côtés, elle aussi inconsciente. La lumière du jour filtrait à travers les fentes des planches de bois, indiquant qu'il devait être l'après-midi. Marguerite tenta de se lever, mais son corps ne répondait pas. Chaque mouvement lui coûtait un effort surhumain. Plusieurs heures passèrent avant qu'elle puisse enfin bouger correctement. Et lorsqu'elle le fit, elle remarqua quelque chose de différent. Il y avait une douleur sourde dans son bas-ventre, une douleur qui n'était pas là avant, une crampe persistante qui la faisait grimacer à chaque mouvement. Elle regarda autour d'elle. Les autres femmes étaient également revenues dans le baraquement, toutes dans des états similaires. Certaines gémissaient doucement, d'autres restaient immobiles, fixant le plafond avec des yeux vides. L'atmosphère était lourde, oppressante, chargée d'une terreur silencieuse. Cette nuit-là, quelque chose de terrible se produisit. Camille, une jeune femme de 22 ans enceinte de 6 mois, commença à saigner. D'abord légèrement, puis de plus en plus abondamment. Elle se mit à crier, agrippant son ventre avec les 2 mains, son visage tordu de douleur et de terreur. « Mon bébé, mon Dieu, mon bébé !» Les autres femmes se précipitèrent autour d'elle, essayant de l'aider, mais elles ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait pas de médecin, pas d'infirmière. Simone était trop faible pour agir. Pas de médicaments, pas de bandages, seulement leurs mains tremblantes et leur impuissance déchirante. Marguerite essayait de réconforter Camille, tenant sa main, lui murmurant que tout irait bien, même si elle savait que c'était un mensonge. Le sang continuait de couler, imbibant la paille sous le corps de Camille, formant une tache sombre qui s'élargissait inexorablement. Les cris de Camille devinrent plus faibles, plus rauques, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des gémissements étouffés. Son visage devint de plus en plus pâle, ses lèvres prirent une teinte bleuâtre. Marguerite criait vers la porte, appelant les gardes, suppliant qu'on vienne les aider. Mais personne ne vint. Personne ne répondit. Lorsque les soldats apparurent finalement, des heures plus tard, il était trop tard. Camille était immobile, froide, ses yeux encore ouverts fixant le vide, morte, et avec elle, son enfant à naître. Les soldats regardèrent la scène avec indifférence, comme s'il s'agissait d'un incident banal, prévisible. Ils traînèrent le corps hors du baraquement sans prononcer un mot, sans la moindre marque de respect ou de compassion. Marguerite comprit à ce moment-là, avec une clarté terrible, qu'aucune d'entre elles ne sortirait de là vivante. Ou si elles sortaient, ce ne serait pas avec leur bébé. Hoffmann n'essayait pas de les sauver. Il ne menait pas des examens médicaux normaux. Il réalisait des expériences. Et elles n'étaient que des cobayes, des objets d'étude dans un programme dont elle ne connaissait même pas le nom. Dans les jours qui suivirent, Marguerite observa tout avec une attention nouvelle, presque obsessionnelle. Elle remarqua que certaines femmes étaient emmenées vers un autre baraquement, séparé du leur, situé à l'extrémité du camp. De ce bâtiment venaient parfois des sons étouffés, des pleurs de nouveau-nés, faibles mais reconnaissables. Elle remarqua que certaines femmes revenaient de ce baraquement sans leur ventre, le regard vide, marchant comme des fantômes.
D'autres ne revenaient jamais. Simone, malgré sa faiblesse croissante, commença à rassembler des informations. Elle parlait discrètement avec d'autres prisonnières, posait des questions prudentes aux gardes les plus jeunes, ceux qui semblaient encore avoir un reste d'humanité dans leurs yeux. Et elle découvrit quelque chose qui glaça le sang de Marguerite jusqu'aux os. Il ne tue pas tous les bébés. Simone chuchota une nuit, sa voix à peine audible dans l'obscurité du baraquement. Certains sont enlevés, emmenés, donnés à des familles allemandes, des familles loyales au régime. Ils veulent. Elle s'interrompit, avalant avec difficulté. Ils veulent germaniser les enfants, effacer leurs origines, les élever comme de bons petits Allemands. Marguerite sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Son enfant, s'il survivait au processus, ne serait pas tué. Il serait volé, arraché à elle, élevé dans une famille qui lui apprendrait à haïr tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle représentait. Il grandirait sans jamais connaître sa véritable mère, sans jamais connaître son véritable nom, sans jamais connaître l'amour qu'elle avait pour lui. Il faut sortir d'ici. Marguerite dit avec une détermination soudaine, d'une manière ou d'une autre, il faut s'échapper. Simone secoua la tête lentement, les larmes coulant silencieusement sur ses joues creusées. Il n'y a pas d'issue, Marguerite. Les barbelés, les gardes, les chiens. Et même si nous réussissions à sortir, nous sommes au milieu de nulle part. Nous ne survivrions pas à une nuit dehors dans ce froid. Elle marqua une pause, puis ajouta dans un murmure déchirant, « Il n'y a qu'une seule façon pour que cela se termine, Marguerite, et aucune de nous ne veut y penser. » Mais Marguerite y pensait déjà, parce qu'au fond, elle le savait, si elle n'agissait pas, elle mourrait. Ou pire encore, leurs enfants seraient volés, effacés, transformés en symboles vivants de la victoire du Reich. Et l'histoire ne saurait jamais ce qui s'était passé ici. Ces femmes deviendraient des noms oubliés, sur des listes jamais retrouvées, des fantômes sans sépulture. Cette nuit-là, allongée sur la paille humide, Marguerite posa ses mains sur son ventre et sentit les coups de pied de son enfant. Chaque mouvement était une promesse de vie, une affirmation d'existence contre toute cette mort qui les entourait. Elle murmura à voix basse, « Je te protégerai. Je ne sais pas comment, mais je te protégerai. Je te le promets. » Mais dans l'obscurité du baraquement, entourée par les pleurs étouffés des autres femmes, Marguerite savait que c'était peut-être une promesse qu'elle ne pourrait jamais tenir. Février 1943. Le froid s'intensifiait, mordant la chair jusqu'aux os, et avec lui le désespoir grandissait comme une ombre vivante. Marguerite ne reconnaissait plus son propre corps. Son ventre continuait de grossir, tendu et lourd, mais elle se sentait de plus en plus faible à chaque jour qui passait. Les injections de Hoffmann étaient devenues fréquentes maintenant, presque quotidiennes, et elle savait que chaque dose la rapprochait un peu plus de la fin. Son corps devenait un champ de bataille, où se jouait une guerre silencieuse qu'elle ne comprenait pas entièrement. Les autres femmes montrèrent des signes similaires de détérioration. Certaines avaient perdu leurs cheveux par poignées, d'autres développaient des éruptions cutanées étranges, des plaques rouges qui les démangeaient terriblement. Hélène avait commencé à cracher du sang le matin. Louise ne parlait plus du tout, fixant le vide avec des yeux morts. Le baraquement était devenu une antichambre de la mort, où chaque jour apportait une nouvelle horreur, une nouvelle raison de perdre espoir. Mais quelque chose changea lorsqu'une nouvelle prisonnière arriva au camp. C'était un matin glacial de la mi-février. Les portes du baraquement s'ouvrirent brutalement, et les gardes poussèrent à l'intérieur une femme d'environ 35 ans, aux cheveux noirs coupés courts, au regard encore vif, malgré les traces évidentes de violence sur son visage. Une ecchymose violacée couvrait sa joue gauche, et ses lèvres étaient fendues. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle regardait autour d'elle, qui suggérait une force intérieure que les autres avaient perdue. Son nom était Éliane Mercier, et elle n'était pas une simple civile. C'était une infirmière volontaire de la Croix-Rouge, qui avait été capturée après avoir tenté de documenter des abus contre des prisonniers dans un autre camp, près de Strasbourg. Elle portait avec elle quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle avait réussi à cacher malgré les fouilles brutales. Une petite caméra photographique, pas plus grande qu'une boîte d'allumettes, dissimulée dans l'ourlet de sa robe, cousue avec tant de soin que même les mains les plus expertes auraient eu du mal à la trouver. Simone la reconnut immédiatement. Ses yeux s'élargirent de surprise, puis de soulagement.
Eliane, murmura-t-elle lorsqu'elle put s'approcher d'elle sans attirer l'attention des gardes. Mon Dieu, Eliane, c'est vraiment toi? Les deux femmes s'étaient reconnues avant la guerre, travaillant ensemble dans un hôpital à Strasbourg. Elles avaient partagé des gardes de nuit interminables, des cas difficiles, des victoires médicales et des pertes déchirantes. Elles s'étaient perdues de vue en 1940, lorsque l'occupation avait fragmenté le pays et dispersé tant de vies. « Simone », répondit Eliane, sa voix rauque mais déterminée. « Je ne pensais pas te revoir dans de telles circonstances. » Elle regarda autour d'elle, observant les femmes enceintes épuisées, les conditions déplorables, l'atmosphère de mort qui imprégnait chaque recoin du baraquement. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils vous font ?» Simone lui expliqua tout en chuchotant rapidement. Les injections, les examens brutaux, la mort de Camille, la disparition d'autres femmes, les pleurs de bébés venant du baraquement isolé, les rumeurs selon lesquelles les enfants étaient enlevés pour être germanisés. Eliane écoutait, son visage devenant de plus en plus sombre à chaque révélation. « Il faut documenter tout ça », dit finalement Eliane, sa voix basse mais ferme. « Tout, chaque détail. Si l'une de nous survit, même une seule, le monde doit savoir. Ces crimes ne peuvent pas rester cachés. » Elle toucha discrètement l'ourlet de sa robe. « J'ai une caméra. C'est risqué, mais nous devons essayer. » Simone hocha la tête, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose ressemblant à de l'espoir. Pas l'espoir de survivre. Cela semblait de plus en plus improbable, mais l'espoir que leur souffrance ne serait pas vaine, que leur nom ne serait pas effacé, que l'histoire se souviendrait. Dans les jours qui suivirent, Eliane commença son travail clandestinement. Elle photographiait lorsque les gardes étaient distraits, durant les changements de quart, ou tard dans la nuit lorsque seuls quelques sentinelles ensommeillées patrouillaient le camp. Elle photographia les baraquements délabrés, les rangées de femmes enceintes affamées et malades, les instruments médicaux souillés de sang dans la salle d'examen. Elle photographia les visages, des visages marqués par la peur, l'épuisement, le désespoir, des visages qui racontèrent des histoires que les mots seuls ne pourraient jamais capturer. Simone, de son côté, écrivait, sur des morceaux de papier déchirés récupérés ici et là, des pages arrachées de registres allemands, des emballages de rations, même des bouts de tissu sur lesquels elle grattait des mots avec un morceau de charbon. Elle documentait chaque nom qu'elle connaissait, chaque date importante, chaque procédure qu'elle avait observée. Elle décrivait les symptômes qu'elle voyait chez les femmes après les injections. Vertiges, nausées, saignements, contractions prématurées. Elle notait tout avec la précision d'une infirmière formée, sachant que ces détails médicaux pourraient un jour servir de preuves irréfutables. Marguerite les aidait comme elle le pouvait. Elle faisait le guet, avertissant discrètement Eliane lorsqu'un garde s'approchait. Elle aidait Simone à cacher les papiers sous la paille, dans les fissures des planches du baraquement, partout où ils pouvaient échapper à une fouille superficielle. Puis, une nuit, Eliane réussit à capturer l'image la plus importante de toutes. C'était lors d'un de ces moments où la vigilance des gardes se relâchait légèrement, vers 3 heures du matin, lorsque même les plus disciplinés commençaient à succomber à la fatigue. Une femme venait d'accoucher dans le baraquement médical. On entendait ses cris depuis leur propre baraquement. Eliane s'était faufilée dehors, se cachant dans l'ombre des bâtiments, progressant centimètre par centimètre vers la source de la lumière. À travers une fente dans les planches du baraquement médical, elle vit la scène. Hoffmann tenait un nouveau-né dans ses bras, un bébé qui criait faiblement, encore couvert du sang de la naissance. Face à lui se tenait un officier de la SS en uniforme impeccable, hochant la tête avec satisfaction. Hoffmann remit l'enfant à l'officier comme s'il s'agissait d'un simple colis, d'un objet transféré d'une main à l'autre. L'officier enveloppa le bébé dans une couverture grise et sortit par une porte arrière, où une voiture attendait, moteur tournant. Eliane réussit à prendre 3 photographies avant de devoir battre en retraite. Ses mains tremblaient tellement qu'elle n'était pas sûre que les images soient nettes, mais c'était mieux que rien. C'était une preuve tangible de ce qui se passait réellement dans ce camp. Marguerite fut témoin d'une scène similaire quelques nuits plus tard, mais de l'intérieur du baraquement. Elle ne put pas dormir, tourmentée par les crampes qui devenaient de plus en plus fréquentes. Elle regarda par une fente entre les planches et vit Hoffmann traverser la cour du camp, portant un paquet enveloppé, trop petit pour être autre chose qu'un enfant.
Il le remit à un autre officier, échangea quelques mots qu'elle ne put entendre, puis retourna vers le baraquement médical d'un pas tranquille, comme s'il venait simplement de terminer une tâche administrative routinière. Quelque chose à l'intérieur de Marguerite se brisa à ce moment-là. Ce n'était plus abstrait. Ce n'était plus une rumeur, une possibilité terrifiante. C'était réel. C'était en train de se passer, encore, et son propre enfant serait le prochain. Elle le savait avec une certitude absolue qui lui coupait le souffle. Mars arriva avec une violence météorologique inhabituelle. Une tempête de neige balaya la région pendant 3 jours consécutifs, isolant complètement le camp du monde extérieur. Les rations alimentaires furent réduites de moitié. Le charbon pour chauffer les baraquements se fit rare. Les femmes se serraient les unes contre les autres la nuit, partageant leur chaleur corporelle dans une tentative désespérée de survivre jusqu'au matin. Ce fut durant cette tempête que Marguerite entra en travail. C'était prématuré. Elle n'en était qu'à 7 mois de grossesse. La douleur commença doucement, comme une crampe sourde dans son bas-ventre, puis s'intensifia rapidement, devenant des vagues de douleur si aiguës qu'elle ne pouvait plus respirer correctement. Elle agrippa le bras de Simone, ses ongles s'enfonçant dans la chair de l'infirmière. « Ça commence », murmura-t-elle, la terreur évidente dans sa voix. « Mon Dieu, Simone, ça commence. » Simone et Eliane agirent immédiatement. Elles installèrent Marguerite du mieux qu'elles purent, utilisant leur propre manteau comme couverture, déchirant des morceaux de tissu pour servir de linge. Mais il n'y avait pas de médecin pour les aider. Hoffmann était occupé ailleurs, probablement dans sa chambre chauffée, pensait amèrement Marguerite. Il n'y avait pas d'analgésique, pas d'instruments stérilisés, pas de conditions sanitaires appropriées, seulement 2 infirmières épuisées et terrifiées, et une douzaine de femmes qui regardèrent la scène avec leur propre peur reflétée dans leurs yeux. Le travail dura 8 heures, 8 heures d'agonie absolue. Marguerite criait, pleurait, serrait les mains de Simone, jusqu'à ce que les articulations blanchissent. La douleur était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé, une force primitive qui déchirait son corps de l'intérieur. Plusieurs fois, elle pensa qu'elle allait mourir, que son corps ne supporterait pas, que c'était la fin. « Tu dois pousser, Marguerite », répétait Simone encore et encore, sa propre voix brisée par l'émotion et l'épuisement. « Ton fils a besoin de toi. Il a besoin que tu sois forte encore un peu. Encore un peu. » Marguerite puisa dans des réserves de force qu'elle ne savait pas posséder. Elle poussa avec chaque once d'énergie qui lui restait, son corps entier tremblant sous l'effort. Et puis, alors que l'aube commençait à poindre à travers les fentes du baraquement, elle entendit le son le plus beau et le plus terrifiant de sa vie, un cri. Faible, fragile, mais indubitablement vivant. « C'est un garçon », dit Simone, des larmes coulant librement sur son visage émacié. « Il est vivant, Marguerite. Ton fils est vivant. » Eliane enveloppa rapidement le bébé dans un vieux tissu, le seul propre qu'elles avaient pu trouver, et le plaça dans les bras de Marguerite. Le nouveau-né était petit, si petit qu'il tenait entièrement dans ses 2 mains. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses yeux étaient fermés. Mais il respirait. Son petit thorax se soulevait et s'abaissait, et Marguerite pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine. Elle regarda son fils, et pour la première fois depuis des mois, depuis cette terrible nuit de janvier où elle avait été arrachée à sa maison, elle sentit quelque chose d'autre que de la peur. Elle sentit de l'amour. Un amour si intense, si pur, si absolu, qu'il balayait momentanément toute l'horreur qui l'entourait. C'était son fils, son enfant. Une partie d'elle et d'Henri, une promesse d'avenir dans un monde qui semblait n'en offrir aucun. « Il a les yeux d'Henri », murmura-t-elle, même si les yeux du bébé étaient encore fermés. « Je le sais, je le sens. » Elle le tint contre elle, sentant sa chaleur fragile, écoutant ces petits bruits, ces sons incompréhensibles que font les nouveau-nés. Elle murmura son nom, un nom qu'elle et Henri avaient choisi ensemble avant que la guerre ne les sépare. « Pierre », dit-elle doucement, « mon petit Pierre. » Mais cette joie, ce moment de grâce au milieu de l'enfer, dura à peine quelques minutes. La porte du baraquement s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air glacial. Hoffmann entra accompagné de 2 soldats. Il devait avoir été informé immédiatement de la naissance, peut-être par les gardes qui patrouillaient à l'extérieur, peut-être par un système de surveillance qu'elles ignoraient. « Félicitations, Madame Roussel », dit-il d'une voix dénuée d'émotion, clinique et froide.
Votre fils sera bien pris en charge, je vous l'assure. Non, gémit Marguerite, serrant le bébé plus fort contre sa poitrine. Non, vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est mon fils, mon enfant. Hoffmann fit un signe de la tête aux soldats. Ils avancèrent vers elle avec une détermination mécanique. Marguerite essaya de résister, de se détourner, de protéger son bébé avec son propre corps. Mais elle était trop faible, son corps trop épuisé par l'accouchement. Les soldats la maintinrent fermement pendant que Hoffmann prenait le nouveau-né de ses bras. Les cris de Marguerite déchirèrent l'air du baraquement. Des cris de douleur absolue, de désespoir total, de quelque chose qui allait au-delà des mots. C'était le cri d'une mère à qui on arrache son enfant, le son le plus primaire de la souffrance humaine. Les autres femmes pleuraient avec elle, certaines détournant les yeux, incapables de supporter la scène. « S'il vous plaît !» hurlait Marguerite, tendant les bras vers son fils. « Mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Pierre !» Mais Hoffmann était déjà à la porte, le nouveau-né dans ses bras. Il se retourna une dernière fois et pour la première fois, Marguerite crut voir quelque chose ressemblant à de l'émotion traverser son visage, peut-être de la gêne, peut-être du regret. Mais cela disparut aussitôt, remplacé par le masque professionnel qu'il portait toujours. « Il aura une meilleure vie que celle que vous pourriez lui offrir », dit-il, comme si ces mots pouvaient constituer une quelconque consolation. « Il sera élevé dans une bonne famille allemande. Il ne manquera de rien. » Puis il sortit, emportant avec lui le fils de Marguerite, laissant derrière lui une mère brisée qui s'effondra sur la paille, son corps secoué de sanglots incontrôlables. Simone et Eliane l'entourèrent, la tenant, pleurant avec elle, mais il n'y avait aucune consolation possible. Aucun mot ne pouvait atténuer cette douleur, mais Eliane avait tout photographié. Dissimulée dans l'ombre, profitant de la confusion et de l'émotion du moment, elle avait réussi à capturer plusieurs images. Hoffmann tenant le nouveau-né, les soldats le prenant à Marguerite, le visage déchiré de douleur de la mère. C'étaient des images floues, prises dans la pénombre, mais elles étaient là. Elles existaient. Et Simone avait écrit. Sur un morceau de papier qu'elle cachait dans sa manche, elle avait noté « 14 mars 1943, 6h47 du matin. Marguerite Roussel donne naissance à un garçon. Prématuré mais vivant. Confisqué par Dr Hoffmann 10 minutes après la naissance. Mère en détresse extrême. Bébé destiné au programme de germanisation. Nom donné par la mère. Pierre. » Ces mots, ces images, deviendraient les seules preuves que Pierre Roussel avait existé, que son premier cri avait résonné dans un baraquement glacé d'Alsace, que sa mère l'avait aimé même pour ces quelques minutes volées à l'horreur. Dans les semaines qui suivirent, Marguerite se laissa mourir. Elle refusait de manger. Elle restait allongée sur la paille, fixant le plafond, parlant parfois à son fils comme s'il était encore là. Les autres femmes essayèrent de l'aider, de la nourrir de force, mais elle refusait tout. L'infection s'installa, conséquence inévitable d'un accouchement dans de telles conditions insalubres. La fièvre monta. Son corps s'affaiblissait jour après jour. Simone resta à ses côtés jusqu'à la fin, tenant sa main, lui murmurant que son sacrifice n'aurait pas été vain, que son histoire serait racontée, que Pierre saurait un jour que sa mère l'avait aimé. Marguerite Roussel mourut le 28 mars 1943, 2 semaines après avoir donné naissance à son fils. Elle avait 23 ans. Ses derniers mots furent « Dites à Pierre, dites-lui que je l'aimais ». Son corps fut traîné hors du baraquement et jeté dans une fosse commune avec les autres femmes qui n'avaient pas survécu. Aucune cérémonie, aucune prière, aucune marque pour indiquer qu'elle avait existé. Mais son nom était écrit, dans les notes de Simone, dans la mémoire d'Eliane, dans l'histoire qui un jour serait racontée. Avril 1945. La guerre touchait à sa fin, mais pour beaucoup, le cauchemar continuait de vivre dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration difficile. Lorsque les troupes alliées avancèrent à travers la région d'Alsace, libérant les villages un par un, elles découvrirent des décombres, des cendres et des silences qui criaient plus fort que n'importe quel témoignage. Le camp où Marguerite et des dizaines d'autres femmes avaient été détenues n'existait plus. Ou plutôt, il n'existait plus que comme des ruines fumantes, des squelettes noircis de bâtiments qui avaient été délibérément incendiés. Les Allemands avaient tout brûlé avant de fuir, dans une tentative désespérée d'effacer toute trace de ce qui s'était passé là. Ils avaient remis le feu au baraquement,
aux documents administratifs, aux registres médicaux. Ils avaient détruit méthodiquement tout ce qui aurait pu servir de preuve, tout ce qui aurait pu les incriminer devant un tribunal futur. Mais l'histoire a une manière étrange de résister à l'oubli, de survivre même aux flammes les plus féroces. Des soldats français et américains marchaient parmi les décombres encore fumants, choqués par ce qu'ils voyaient. L'odeur âcre de la fumée se mêlait à quelque chose de plus sombre, de plus ancien, l'odeur de la mort qui s'était incrustée dans le sol lui-même. Il y avait des restes de baraquements carbonisés, leurs poutres noircies, pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Des structures de barbelés tordues par la chaleur intense du feu. Et au centre de ce qui avait été autrefois le camp, une fosse commune à peine recouverte d'une mince couche de terre gelée. Lorsqu'ils commencèrent à creuser, poussés par un mélange de devoir et d'horreur, ils trouvèrent des corps. Beaucoup de corps. La plupart étaient des femmes, leurs ossements fragiles témoignant de malnutrition sévère. Certaines portaient encore des lambeaux de vêtements de maternité, déchirés et souillés de sang séché. Les médecins militaires qui examinèrent les restes déterminèrent que plusieurs de ces femmes étaient mortes pendant ou peu après l'accouchement, leur corps portant les marques d'intervention médicale brutale et d'infections non traitées. Ce fut le lieutenant américain James Crawford, un jeune officier de 26 ans, originaire du Massachusetts, qui découvrit la boîte métallique. Il déblayait les décombres de l'un des baraquements détruits, ses mains protégées par des gants épais, lorsqu'il aperçut quelque chose qui brillait sous les cendres grises. C'était une boîte de conserve rouillée, enterrée intentionnellement sous ce qui restait du plancher de bois. Elle avait été placée là avec soin, protégée par des pierres disposées autour d'elle, pour la préserver du feu qui avait ravagé le reste du bâtiment. Crawford appela ses supérieurs d'une voix tendue. Le capitaine Morrison et le commandant français Leclerc s'approchèrent rapidement. Avec des mains tremblantes, non pas de froid mais d'une anticipation mêlée d'appréhension, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur, il y avait des papiers soigneusement pliés, protégés par un morceau de toile cirée, qui avait miraculeusement préservé leur lisibilité. Et des photographies, petites, certaines floues, d'autres étonnamment nettes, mais toutes incontestablement réelles. Crawford déplia les papiers avec la délicatesse d'un archéologue manipulant un artefact ancien. L'écriture était tremblante par endroits, ferme dans d'autres, comme si la personne qui avait écrit ces mots avait lutté contre l'épuisement et la peur pour terminer sa tâche. C'était l'écriture de Simone. Elle avait tout documenté. Chaque nom qu'elle connaissait, chaque date qu'elle pouvait se rappeler, chaque procédure médicale qu'elle avait observée. Elle avait décrit en détail les injections forcées, les substances inconnues administrées aux femmes enceintes, les effets secondaires dévastateurs, saignements soudains, contractions prématurées, fausses couches induites, décès par infection ou hémorragie. Elle avait noté le protocole de Hoffman avec la précision d'une infirmière professionnelle, les mesures systématiques des ventres, les tests sanguins réguliers, les observations cliniques notées dans ses carnets. Elle avait documenté le transport des nouveau-nés vers des familles allemandes, le processus de germanisation des enfants considérés racialement acceptables, la destruction pure et simple de ceux qui ne l'étaient pas. Elle avait écrit jusqu'au dernier jour de sa vie. La dernière entrée, datée du 3 mars 1945, disait simplement « Simone Dubois, infirmière âgée de 29 ans. Je sais que je vais mourir bientôt. L'infection s'est propagée trop loin. Mais cette boîte survivra. Que quelqu'un raconte notre histoire, que quelqu'un dise leur nom, Marguerite Roussel, Juliette Moreau, Hélène Garnier, Camille Bertrand, Louise Lefebvre. Nous étions des mères. Nous méritions de vivre. Nos enfants méritèrent de vivre. N'oubliez pas. Les photographies d'Eliane montraient ce que les mots ne pouvaient capturer. Des femmes enceintes alignées dans la neige, leurs visages creusés par la faim et la terreur. Hoffman, dans sa blouse blanche, tenant un nouveau-né dans ses bras, le remettant à un officier SS, la table d'examen métallique couverte de taches sombres. Et une image que Crawford ne pourrait jamais oublier, même des décennies plus tard. Marguerite Roussel, allongée sur la paille, tenant son fils contre sa poitrine pour la dernière fois, ses yeux remplis d'un mélange d'amour désespéré et de terreur absolue. Crawford, qui avait combattu à travers toute l'Europe, qui avait vu la mort sous des formes innombrables, se retrouva les larmes aux yeux en regardant ces images. « Mon Dieu, murmura-t-il, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils leur ont fait ?»
Les documents furent immédiatement transmis aux autorités supérieures. Ils remontèrent la chaîne de commandement militaire, de Crawford au capitaine Morrison, au colonel Davies, puis au bureau des services de renseignement alliés à Paris. De là, ils furent envoyés aux enquêteurs qui rassemblaient des preuves pour les procès de Nuremberg, ces tribunaux qui devaient juger les crimes de guerre nazis et établir une nouvelle norme de justice internationale. Mais lorsque le dossier sur le camp de Thann arriva sur les bureaux surchargés de Nuremberg, c'était déjà l'été 1946. Les grands procès étaient en cours ou terminés. Les principaux criminels de guerre, Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, étaient déjà jugés ou condamnés. Les tribunaux étaient submergés par des milliers de cas, des montagnes de preuves documentant l'horreur systématique du régime nazi. Le dossier de Thann, aussi terrible fut-il, fut classé comme preuve supplémentaire et rangé dans une boîte d'archives, aux côtés de centaines d'autres témoignages de camps plus petits, moins connus, mais tout aussi terribles. Il rejoignit le silence administratif des preuves non poursuivies, des crimes reconnus mais non jugés, des victimes comptées mais non vengées. C'était la réalité amère de l'après-guerre. Il y avait eu trop d'horreurs, trop de crimes, trop de victimes pour que la justice puisse atteindre chacun des coupables. Le docteur Klaus Hoffmann ne fut jamais jugé. Il ne comparut jamais devant un tribunal. Il ne fut jamais confronté aux photographies d'Eliane ou aux notes accusatrices de Simone. Lorsque les troupes alliées avancèrent vers l'Alsace début 1945, Hoffmann reçut l'ordre d'évacuer le camp. Il détruisit systématiquement tous les documents officiels qu'il possédait, brûla ses carnets de notes médicales, ordonna l'incendie des baraquements, puis il disparut. Les rapports des services de renseignement français et américains suggèrent qu'il s'enfuit d'abord vers le sud de l'Allemagne, probablement Munich, où il se cacha parmi les millions de réfugiés et de soldats démobilisés qui encombrèrent les routes dans le chaos de la défaite allemande. De là, il aurait traversé la frontière autrichienne en utilisant de faux papiers, puis aurait disparu complètement de la surveillance alliée. Certains témoignages non confirmés le placent en Argentine en 1948, vivant sous une fausse identité dans une communauté d'expatriés allemands à Buenos Aires. D'autres rapports mentionnent un médecin allemand correspondant à sa description au Paraguay dans les années 1950. Mais aucune de ces pistes ne fut jamais confirmée. Hoffmann avait bénéficié des mêmes réseaux de soutien qui avaient permis à tant d'autres criminels nazis d'échapper à la justice. Des réseaux organisés par d'anciens SS, financés par de l'or volé, facilités par des complices dans l'Église catholique et dans certains gouvernements sud-américains. Il ne fut jamais capturé. Il ne paya jamais pour ses crimes. Il mourut probablement paisiblement dans son lit, des décennies plus tard, sous un faux nom, sans jamais avoir été inquiété. Mais Simone avait laissé son nom. Elle avait décrit son apparence physique, ses méthodes, ses paroles exactes, et même si la justice humaine ne l'atteignit jamais, son nom resta inscrit, dans les archives, dans les témoignages, dans la mémoire collective de ceux qui refusaient d'oublier. Klaus Hoffmann devint un nom synonyme d'inhumanité médicale, un rappel que le serment d'Hippocrate peut être trahi, que la science peut être pervertie au service du mal le plus absolu. En 1947, 2 ans après la fin de la guerre, un journaliste français nommé André Moreau réussit à obtenir l'accès aux documents de Simone et aux photographies d'Eliane. Il était un journaliste d'investigation tenace, connu pour son refus de laisser tomber une histoire une fois qu'il en avait saisi l'importance. Après des mois de recherche, de demandes officielles ignorées, de portes fermées et de silence bureaucratique, il obtint enfin la permission de consulter les archives militaires françaises. Ce qu'il y découvrit le hanta pour le reste de sa vie. Il passa des semaines à étudier chaque document, chaque photographie, à recouper les témoignages, à chercher des survivants qui pourraient confirmer les faits. Il retrouva Eliane Mercier, qui vivait alors dans un sanatorium à Lyon, souffrant de tuberculose contractée durant sa détention. Elle était mourante, son corps émacié consumé par la maladie, mais son esprit restait lucide. Elle confirma chaque détail, ajouta des informations que ses notes n'avaient pas pu capturer, pleura en se remémorant les visages des femmes qu'elle n'avait pas pu sauver. En novembre 1947, Moreau publia un long article dans Le Monde, l'un des journaux les plus respectés de France. L'article portait le titre « Les mères oubliées de Thann, le crime silencieux de l'occupation allemande ».
Il était accompagné de plusieurs des photographies d'Eliane, celles qui pouvaient être publiées sans violer la dignité des victimes, et d'extraits des notes de Simone. L'impact fut immédiat et profond. L'article fut lu par des centaines de milliers de personnes à travers la France. Des familles de toute la nation commencèrent à chercher des informations sur leurs proches disparus pendant la guerre. Mères, sœurs, épouses, filles qui avaient simplement disparu une nuit, sans explication, sans adieu, sans trace. Certaines familles trouvèrent les noms de leurs parentes dans la liste de Simone. Pour elles, ce fut une confirmation déchirante mais nécessaire. Au moins, elles savaient maintenant. Elles pouvaient faire leur deuil, même sans corps à enterrer, même sans tombe à visiter. D'autres ne trouvèrent rien, parce que tant de femmes emmenées vers des camps comme celui-ci n'avaient jamais été enregistrées officiellement. Elles avaient simplement disparu, effacées de l'histoire, comme si elles n'avaient jamais existé. Leurs familles restèrent dans un purgatoire cruel, ne sachant jamais avec certitude ce qui était arrivé à leurs proches, condamnés à porter éternellement l'espoir et le chagrin entremêlés. Henri Roussel, le mari de Marguerite, avait survécu à la guerre. Il était rentré à Thann en octobre 1946, après avoir passé les derniers mois du conflit dans un camp de prisonniers de guerre en Pologne. Il était revenu amaigri, marqué par les années de captivité, mais vivant. Il était revenu en espérant retrouver Marguerite, en rêvant de rencontrer enfin l'enfant qu'elle portait lorsqu'il était parti au front en 1940. Mais la maison était vide, les fenêtres étaient brisées, la porte pendait sur ses gonds. À l'intérieur, tout avait été pillé, les meubles, les vêtements, tout ce qui avait de la valeur. Il ne restait que des débris, des souvenirs éparpillés d'une vie qui avait été brutalement interrompue. Henri demanda aux voisins, aux commerçants, à quiconque voulait bien lui parler, mais personne ne savait rien, ou du moins personne ne voulait parler. La peur de l'occupation avait laissé des cicatrices profondes, une habitude du silence qui persistait même après la libération. « Elle est partie », lui dit finalement une vieille voisine, Madame Petit, qui avait connu Marguerite. Une nuit de janvier 1943, les Allemands sont venus. Ils ont pris beaucoup de femmes cette nuit-là. Nous ne les avons jamais revues. Elle baissa les yeux, honteuse. « Je suis désolée. Nous n'avons rien pu faire. » Henri passa les mois suivants dans un état de désespoir croissant. Il visitait les bureaux administratifs, cherchait dans les registres de décès, interrogeait les soldats revenus. Mais il ne trouvait rien. Marguerite avait simplement disparu, avalée par la machine de guerre nazie, sans laisser de traces officielles. Ce n'est que lorsqu'il lut l'article de Moreau dans Le Monde, en décembre 1947, qu'Henri comprit enfin. Il vit le nom de sa femme dans la liste de Simone. Il vit la photographie floue d'une femme qui ressemblait à Marguerite, tenant un nouveau-né dans ses bras, son visage tordu par la douleur et l'amour. Il lut la description de ce qui s'était passé dans le camp. Il lut comment elle était morte, seule, d'une infection après avoir donné naissance à leur fils. Il s'effondra en lisant ces mots, son corps secoué de sanglots qu'il avait réprimés pendant des années. Il pleura pour Marguerite, pour leur fils qu'il n'avait jamais connu, pour toutes ces années volées, pour tous ces futurs qui ne se réaliseraient jamais. Mais Henri était un homme obstiné. La douleur se transforma en détermination. S'il ne pouvait plus sauver Marguerite, ils pouvaient au moins retrouver leur fils, Pierre. C'était le nom qu'ils avaient choisi ensemble, assis dans leur petite cuisine de Thann en 1939, discutant de l'avenir avec l'optimisme naïf de ceux qui ne peuvent pas imaginer l'horreur à venir. Henri consacra le reste de sa vie à cette recherche. Il voyagea à travers l'Allemagne, visitant des orphelinats dans des dizaines de villes. Il consulta les registres d'adoption, aussi fragmentaires fussent-ils dans le chaos de l'après-guerre. Il fit placer des annonces dans les journaux allemands et autrichiens. Recherche Pierre Roussel, né en mars 1943, fils de Marguerite Roussel. Si vous avez des informations, contactez. Il écrivit des centaines de lettres aux autorités françaises, allemandes, autrichiennes, aux organisations humanitaires, à la Croix-Rouge internationale. Mais il ne trouva jamais rien. Son fils, s'il était encore en vie, avait été complètement effacé. Son identité avait été remplacée, son nom changé, ses origines falsifiées. Il avait été transformé en un petit Allemand, élevé par une famille qui ne connaissait peut-être même pas sa véritable histoire, ou qui avait choisi de l'ignorer. Pierre Roussel avait cessé d'exister, remplacé par un autre nom, une autre vie, une autre identité.
Henri mourut en 1973, à l'âge de 73 ans, sans avoir jamais trouvé son fils. Mais avant de mourir, il fit une dernière chose. Il rassembla tous les documents qu'il avait accumulés pendant des décennies. Les lettres, les photos, les articles de journaux, les copies des notes de Simone, et les donna aux Archives nationales françaises. Il écrivit une lettre, qu'il demanda à être conservée avec les documents, adressée à celui qui pourrait la trouver. Si mon fils Pierre vit encore quelque part, sous un autre nom, dans une autre vie, je veux qu'il sache ceci. Sa mère l'aimait plus que sa propre vie. Elle a lutté pour lui protéger jusqu'à son dernier souffle. Elle méritait d'être sa mère. Elle méritait de le voir grandir. Et moi, son père, j'ai passé chaque jour depuis sa naissance à essayer de le retrouver. Nous ne t'avons pas abandonné, Pierre. On nous t'a volé. N'oublie jamais cela. Henri Roussel, décembre 1972. En 1985, 40 ans après la libération du camp, un mémorial fut érigé à Thann. C'était une initiative modeste, financée par des donations locales et par l'association des survivants de la déportation. Le mémorial était fait de pierres grises d'Alsace, simple mais digne. Sur sa surface étaient gravés 17 noms, tous les noms que Simone avait pu documenter avant sa mort. Marguerite Roussel, Simone Dubois, Juliette Moreau, Hélène Garnier, Camille Bertrand, Louise Lefebvre, et 11 autres, chacune avec son histoire, chacune avec ses rêves perdus, chacune avec un enfant qui n'avait jamais eu la chance de vivre ou qui avait été volé. Éliane Mercier, qui avait survécu à la guerre mais était morte de tuberculose en 1948, avait également son nom gravé. Sans son courage, sans sa caméra, sans ses photographies, l'histoire de ces femmes aurait été complètement effacée. Chaque année, le 14 janvier, l'anniversaire de la rafle qui avait arraché ces femmes à leur foyer, survivants, descendants et habitants du village se rassemblent devant le mémorial. Ils allument des bougies qui tremblent dans le vent d'hiver. Ils déposent des fleurs, même lorsque la neige les recouvre en quelques minutes. Et ils lisent les noms à voix haute, un par un, pour que ces femmes ne soient jamais oubliées, pour que leur voix résonne encore dans le silence. En 2003, 58 ans après la fin de la guerre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un homme âgé apparut au mémorial lors de la cérémonie annuelle. Il avait environ 60 ans, des cheveux blancs, un visage marqué par le temps et par des questions sans réponse. Il parlait français avec un fort accent allemand. Il se tenait à l'écart, observant la cérémonie avec une expression de douleur profonde. Lorsque la lecture des noms fut terminée, il s'approcha timidement du mémorial. Une femme âgée du village, Madame Berger, qui organisait la cérémonie chaque année, remarqua son trouble. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle doucement. L'homme hésita, puis parla d'une voix brisée par l'émotion. « Je m'appelle Peter Hoffmann. Du moins, c'est le nom sous lequel j'ai été élevé. » Il prit une profonde inspiration. « J'ai grandi en Bavière, adopté par une famille allemande dont je pensais qu'elle était ma famille biologique. J'ai vécu toute ma vie en croyant être allemand de naissance. Mais il y a quelques mois, ma mère... » Il se corrigea. « La femme qui m'a élevé est décédée. En triant ses affaires, j'ai trouvé des documents cachés au fond d'une vieille malle. Des documents qui révélaient que j'avais été transféré d'un camp en Alsace en mars 1943. Que ma mère biologique était française. Que mon vrai nom pourrait avoir été différent. » Madame Berger sentit son cœur se serrer. « Savez-vous quelle était votre date de naissance ?» Les documents disent le 14 mars 1943. Un silence tomba sur le petit groupe rassemblé autour du mémorial. Madame Berger échangea un regard avec les autres organisateurs. « Monsieur, dit-elle doucement, il y a un nom sur ce mémorial qui pourrait vous concerner, Marguerite Roussel. Selon les témoignages que nous avons, elle a donné naissance à un fils exactement à cette date, dans le camp. Son fils lui a été enlevé peu après la naissance. » Peter Hoffmann s'approcha du mémorial, ses jambes tremblantes. Il regarda les noms gravés dans la pierre jusqu'à ce qu'il trouve celui de Marguerite Roussel. Il tendit une main tremblante et toucha le nom, traçant chaque lettre avec ses doigts. « Marguerite », murmura-t-il, « maman ». Il n'y avait aucune certitude absolue, aucun test ADN possible, après tant d'années sans corps à comparer. Aucune preuve documentaire définitive reliant Peter Hoffmann au fils de Marguerite Roussel. Mais dans son cœur, Peter savait. Il savait avec la certitude profonde
qui transcende la logique et l'épreuve. Il resta devant le mémorial pendant des heures ce jour-là, même après que tous les autres soient partis. Il pleura pour la mère qu'il n'avait jamais connue, pour les 60 années volées, pour toutes les questions qui ne recevraient jamais de réponse. Il pleura pour l'enfant qu'il avait été, arraché à sa mère quelques minutes après sa naissance. Il pleura pour la femme qui était morte en murmurant son nom, un nom qu'il n'avait jamais porté. Avant de partir, il laissa une rose rouge sur la pierre, juste à côté du nom de Marguerite Roussel, et il fit une promesse à voix haute, même si personne ne l'entendait. « Je ne vous oublierai pas. Je raconterai votre histoire. Votre sacrifice ne sera pas vain. » Les archives de la Gestapo, celles qui ont survécu aux destructions de la fin de la guerre, confirment que des programmes comme celui de Hoffmann ont existé. Ils n'étaient pas officiels dans le sens où ils n'apparaissaient pas dans les organigrammes bureaucratiques du Reich. Ils ne recevaient pas de budget formel. Ils n'étaient pas discutés dans les réunions ministérielles officielles, mais ils étaient réels. Ils se déroulaient dans des camps improvisés, cachés, qui n'apparaissaient sur aucune carte, qui n'étaient mentionnés dans aucun rapport officiel. Des endroits où les règles ordinaires de la bureaucratie nazie ne s'appliquaient pas, où des médecins zélés pouvaient mener leurs expériences sans supervision, où des femmes enceintes étaient traitées comme du matériel biologique, comme des problèmes à résoudre dans le grand projet de purification raciale du Reich. Certaines femmes ont vu leur bébé tué in utero par des injections chimiques, d'autres ont été forcées d'accoucher prématurément, et leurs enfants ont été soit tués immédiatement, soit transférés vers le programme Lebensborn, s'ils étaient considérés comme racialement acceptables. Beaucoup de mères sont mortes d'infection, d'hémorragie ou simplement de désespoir. Un phénomène que les médecins ont documenté mais n'ont jamais pu expliquer scientifiquement. Cette capacité qu'a le corps humain de simplement abandonner lorsque l'esprit ne peut plus supporter la douleur. Et la plupart de ces histoires n'ont jamais été racontées, parce que les documents ont été brûlés, parce que les témoins sont morts, parce que le monde était trop occupé à se reconstruire après la guerre pour enquêter sur chaque crime, chaque camp, chaque victime oubliée dans les marges de l'histoire. Mais Simone a écrit, Eliane a photographié. Marguerite a résisté jusqu'à la fin avec la seule arme qui lui restait, son amour pour son fils. Aujourd'hui, les historiens estiment que des centaines, peut-être des milliers de femmes françaises enceintes ont été victimes de programmes similaires pendant l'occupation allemande. Mais les chiffres exacts ne seront jamais connus. Trop de documents ont été détruits, trop de témoins ont disparu, trop de noms n'ont jamais été enregistrés. Ce qui reste, ce sont des fragments, des témoignages rares sauvés miraculeusement, des photographies floues prises dans l'ombre, des lettres écrites en tremblant par des mains affamées et des mémoriaux silencieux dans des villages oubliés, où des noms gravés dans la pierre sont la seule preuve que ces femmes ont existé, qu'elles ont aimé, qu'elles ont souffert, qu'elles ont résisté. Marguerite Roussel était l'une d'entre elles. Son histoire, comme celle de tant d'autres, a failli être complètement effacée, consumée par les flammes de la destruction nazie, ensevelie sous les décombres de l'histoire, mais elle ne l'a pas été, parce que quelqu'un a écrit, quelqu'un a photographié, quelqu'un s'est souvenu. Et maintenant, 80 ans plus tard, sa voix résonne encore, non pas comme un cri de vengeance, elle était au-delà de cela, mais comme un murmure de résistance, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes de l'histoire humaine, il y a eu des gens qui ont lutté, qui ont aimé, qui ont refusé d'être effacés. Le nom de Marguerite Roussel est gravé dans la pierre à Thann, et tant qu'il y aura quelqu'un pour le lire, tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter son histoire, elle n'est pas morte en vain. Elle a résisté. Avec chaque battement de son cœur, avec chaque souffle difficile, avec chaque instant où elle a tenu son fils contre elle malgré la certitude qu'il lui serait arraché, elle a résisté. Et sa résistance maintenant est la nôtre. Nous résistons à l'oubli. Nous résistons au silence. Nous résistons à l'idée que ces vies, ces souffrances, ces amours peuvent simplement disparaître sans laisser de traces, parce que le silence est la plus grande arme de l'oubli. Et la mémoire têtue, persistante, qui refuse de lâcher prise, est la seule forme de justice que nous pouvons encore offrir à celles qui n'en ont jamais eu. Le 14 janvier, chaque année, des bougies sont allumées à Thann, et dans leur lumière fragile qui tremble contre le vent d'hiver, on peut presque entendre leur voix. Marguerite, Simone, Eliane, toutes ces femmes dont les noms sont gravés dans la pierre,
Elles murmurent « Nous étions là. Nous avons existé. Nous avons aimé. N'oubliez pas. » Et nous répondons, à travers les décennies, à travers la distance qui sépare leur souffrance de notre confort, nous nous souvenons, nous raconterons votre histoire, vous ne serez pas oubliés, c'est tout ce que nous pouvons faire, mais c'est aussi tout ce qu'elles ont demandé. Cette histoire que vous venez d'entendre n'est pas simplement un récit du passé. C'est un témoignage qui a survécu contre toute attente, préservé par le courage de femmes comme Simone et Eliane, qui ont risqué tout ce qu'il leur restait pour que la vérité ne soit pas enterrée avec elles. Chaque fois que nous racontons ces histoires, chaque fois que nous prononçons ces noms oubliés, nous accomplissons ce qu'elles ont supplié qu'on fasse. Nous résistons à l'oubli. Si ce récit vous a touché, si vous croyez que ces voix méritent d'être entendues au-delà du silence qui a tenté de les étouffer, laissez un commentaire en nous disant d'où vous écoutez cette histoire. Votre présence ici, votre attention, votre mémoire, tout cela fait partie de la résistance contre l'effacement de ces vies. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires que l'histoire officielle a tenté d'oublier. Parce que, tant qu'il y aura quelqu'un pour écouter, quelqu'un pour se souvenir, quelqu'un pour transmettre, ces femmes, Marguerite, Simone, Eliane et toutes les autres, ne seront pas mortes en vain. Leur résistance continue à travers nous. Et votre soutien, aussi simple qu'un commentaire ou un abonnement, fait partie de cette chaîne de mémoire qui traverse les générations. Merci d'avoir écouté, merci de vous souvenir, merci de résister à l'oubli avec nous.